Buongiorno, buongiorno bianconeri. Enfin, on va parler de la vraie Europe qui compte, celle du jeudi soir, l'Europa League, parce que toutes les autres ligues, parlons clairement, voilà. C'est dépassé, c'est démodé tout ça, Champions League, c'est quoi ça? Donc hier soir, on a eu les réponses définitives des poules d'Europa League, ils se sont terminées, et donc on a la liste exhaustive des équipes que la Juventus risque de rencontrer. On va parler un peu. Il y a Jonathan de notre communauté qui a fait le calcul des probabilités. Donc on va le voir ensemble, les probabilités qu'on les pêche. Le rendez-vous sera pour lundi matin à 13 h. Moi, je serai en plein dans le travail. Je ne pourrai pas vous faire de live à ce moment-là, mais peut-être une petite vidéo en toute fin de journée pour débriefer ensemble du tirage au sort, et après les matchs reprendront en février. Je crois que c'est le 16, si je ne me trompe pas, février. Tout d'abord, merci de vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez cliquer sur le bouton en bas de la vidéo et activer aussi la cloche qui vous mettra au courant de toutes les prochaines vidéos en live. On va aussi un peu parler de ce Juventus Inter, comment on y arrive. Voilà, aujourd'hui c'est un peu micmac d'informations. Donc, Europa League, je tiens vraiment à remercier Jonathan qui vous avait prof de maths, donc c'est dire son loi en ce qui concerne le calcul des probabilités. J'ai grisé tout le reste parce que la Rome, on ne peut pas la rencontrer. Donc, les probabilités sont de pêcher à 15% le Berlin Union ou le PSV et tous les autres 13,78%. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, celle qui est plus problématique, je pense que c'est le Manchester United. Malgré la crise, c'est quand même une équipe qui peut, plus que les autres, au moins nous poser problème. Ensuite, il y a trois équipes françaises, le Nantes, le Rennes et le Monaco. Ma foi, ça fait partie quand même de la fédération française. Donc, ce qui laisse, j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous par rapport à vos préférences, qui vous préféreriez pêcher. Vous m'avez dit plutôt le Rennes ou le Nantes parce que c'est situé à proximité de votre domicile et donc vous pourrez aller voir le match. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne façon de penser. Et vu qu'il y en a trois, leur cumul, ça fait dans les 29%. Pardon, 39%. Voilà, je suis pas bon en maths. D'où l'aide essentielle de Jonathan pour ce type de choses, donc 39% de chances de rencontrer une Française au 16e de finale, contre finalement, celui qui est l'épouvantail, le Manchester United, que 13,78%. Donc, comme dit, le tirage au sort sera lundi. J'ai mis, c'est marqué, c'est mal marqué. Voilà, là c'est mieux. Lundi 9 à 13 h. Ça, c'est l'accès aux phases éliminatoires de l'Europa League qui sont en fait, ça prend la forme d'un play-off qui est autrement renommé 16e de finale, et puis il y aura les 8e de finale. Donc la première classifiée des poules Europa League qui a donc gagné le pool va directement au 8e de finale, et puis la sortante, la 3e de Champions League va affronter la 2e du pool d'Europa League en 16e de finale. Donc heureusement, moi je croyais qu'il y avait double peine, c'est-à-dire 16e de finale et en plus de ça, avant un match pour décider avec la 2e qui allait au 16e de finale. Mais non, en fait, c'est la même chose. Le 16e de finale, c'est le play-off pour entrer au 8e de finale. Et donc, le play-off se joue entre la sortante 3e de Champions League et la 2e du pool d'Europa League. Ah ben vous voyez, quand on ne connaît pas l'Europa League, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas ces genres de choses. Mais maintenant, voilà, au moins pour cette saison, et on espère que pour cette saison, on va devoir discuter de ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle serait votre préférence par rapport à ces équipes-là qui voudraient-vous rencontrer en 16e de finale. Les matchs seront disputés en février de toute façon, donc on a le temps de bien mijoter tout ça, de bien se faire une idée sur les équipes que nous allons affronter.
Et dites-moi aussi, est-ce que vous préféreriez cette année gagner l'Europa League ou gagner le Campionato? Moi, personnellement, ce n'est que mon avis. Je penche toujours pour une rayonnance européenne, quoi, à l'international. Donc, vu qu'un trophée européen nous manque depuis 1996, ben, bien sûr, je préférerais l'Europa League au Campionato. Bien entendu, le Campionato a toujours son charme, sachant aussi qu'on est à 10 points du haut du classement. Donc, ça serait une remontada ahurissante de gagner le championnat cette année, mais quand même je pense que vu qu'on est en Europa League, on doit tout faire pour la gagner. Pensée spéciale à notre Kostic qui a été élu MVP dans la passée saison d'Europa League, qui est venu à la Juventus avec envie de jouer la Champions League. Ben, cette année, pas de bol, on se fait rétrocéder après la phase de poule, alors que son ancienne équipe, l'Eintracht, elle va au 8e de finale en Champions League. C'est vraiment malchance pour Kostic. Alors, petite parenthèse post-Juventus PSG. Vous avez vu, je pense, mon analyse. Ceux qui étaient en live l'ont vécu en live et ceux qui l'ont vu en rediff l'ont revu après. J'étais, oui, content pour la performance de la Juventus. Après, il ne faut pas oublier qu'on a perdu, donc c'est vraiment catastrophique de se dire que sur 6 matchs en Champions League, cette saison, on en a perdu 5. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, quand j'ai fait une analyse post-match, je me dois de faire l'analyse de ce match-là. Donc oui, ça peut m'arriver de parler du moment global de la Juventus. Et là, on est tous d'accord que c'est catastrophique d'avoir fait uniquement 3 points dans le pool. Mais en soi, le match m'a bien plu. Vous me direz, oui, mais le PSG a joué le pied levé. J'ai envie de dire que le PSG, c'est un peu sa manière de jouer, un peu de marchouiller jusqu'à la 3/4 et après vraiment s'allumer dans les 30 derniers mètres. Donc, ils ont peut-être pris sous la jambe le match, vous avez peut-être raison en disant ça, mais de mon point de vue, nous on avait aussi 13 absents. On a eu 2003 qui ont joué titulaires dans un match capital pour nous, donc tout l'aspect pression, etc., alors que le PSG, malgré tout, qu'ils arrivent premier au deuxième, je pense que ça leur change un peu, moins que nous, du moins. Et puis on a eu aussi 2 petits jeunes, 2002 ou 2003 même, je pense, Barbieri et l'autre, je ne me souviens pas comment il s'appelle, qui sont rentrés à 20 minutes dans la fin. On a eu Chiesa, qui était vraiment un gros point d'intérêt. Après, il est rentré très bien, mais quand même, je pense qu'il a dû un peu freiner ses chevaux. Donc voilà, tous les atténuantes, si on veut, sont des deux côtés. Donc, il y en a qui disent, ouais, on a, en plus, le PSG, il a gagné, et en plus de ça, ils ont joué avec le frein à main levé. Oui, mais nous, de l'autre côté, on avait aussi des bras cassés, des jambes, voilà. Non, des bras cassés, pas les joueurs, hein, mais des bras vraiment cassés, quoi. Donc, on était, nous aussi, très mal en point avant ce match, en termes de nombre, en termes de forme, en termes de mental. Donc je trouve que la Juventus, malgré tout, a fourni une très bonne prestation. On a vu, le titre de ma dernière vidéo, c'était Jeunesse et honneur, ou honneur et jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on a dû, malgré les débuts difficiles de cette Juventus, faire jouer les jeunes. Allegri était forcé, vous me direz, très bien, à faire jouer les jeunes, soit. Malgré ça, les jeunes qu'on a fait jouer, Miretti, Fagioli, un peu même Gatti, ont fait du bien à cette Juventus. Gatti a certes fait une erreur vraiment grosse contre Mbappé. Après c'est Mbappé, hein, c'est pas non plus le clochard du coin. Mais petit à petit, tout au long du match, il a amélioré sa performance. Il y a même un moment, je me souviens, un tacle de Gatti sur un Mbappé qui allait partir tout droit vers la cage. Donc, il a quand même démontré de la personnalité. Il aurait pu s'effondrer, mais il ne l'a pas fait. Et ça vaut pour toute la Juventus, parce que nous avons l'habitude, dans cette saison, de voir une Juventus qui joue bien 15 minutes, 20 minutes. Je me souviens contre le Milan, le début contre le Benfica a été bon aussi. Et après, que à la moindre défection, l'adversaire fait un joli tir, prend un poteau, marque un but, eh bien ça s'effondre
et l'équipe commence à faire n'importe quoi. Eh bien, j'ai pas vu ça contre le PSG. Ils ont joué beaucoup plus zen que d'habitude, peut-être même parce que notre destin a été écrit. Et puis, au fur et à mesure que le Benfica a marqué, de toute façon, notre situation s'améliorait de minute en minute. Donc, peut-être qu'il y a eu ces aspects psychologiques-là qui ont joué, mais moi, j'ai vu une bonne Juventus, une Juventus meilleure que dans les matchs précédents. Pour moi, c'est tout un crescendo depuis le match contre l'Empoli. Faites exception pour le retour contre Benfica, où là, il y a eu une rechute drastique. Mais le Benfica, en ce moment, ils sont dans un moment où tous les ballons qu'ils touchent, ils les transforment en but pratiquement. Donc voilà, moi je vois une Juve qui continue graduellement à s'améliorer et ça ne peut que bien faire pour le futur. Et je répète que Max Allegri reste ou pas. Moi je pense qu'il va être viré, genre limite... coup de sifflet final du dernier match de cette première tranche, limite il va être viré à ce moment-là et qu'après on va repartir sur d'autres bases. Mais je pense surtout aux joueurs, dans la mentalité, perdre ça aide à perdre, gagner ça aide à gagner. Et là, la défaite contre le PSG a quand même un saveur de croissance, je dis pas de revanche des victoires, mais vraiment de croissance et de parcours qui va dans la bonne direction. Et donc, je prends ça, franchement, je le prends avec plaisir. Après, vous pouvez avoir un autre avis, hein. Mon avis et le vôtre, ça se vaut. Et d'ailleurs, je l'attends dans les commentaires ici en bas. Donc, comment on y arrive maintenant à ce match de dimanche soir contre l'Inter? J'espère pouvoir accueillir Théo et son ami Noé qui est interiste. On avait déjà fait ça l'année dernière. Ils étaient venus tous les deux en live. On avait vu le match ensemble. Donc voilà, preuve qu'avec les interistes, on peut parler quand même. Et c'est toujours beau de partager un moment de foot, même avec des tifosi d'autres drapeaux, quoi. Si ils sont raisonnables. J'aimais bien cette petite nuance. Et donc Noé l'est et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Nous, on y arrive un peu mieux que prévu, c'est-à-dire que dans l'interview post-match d'Allegri, donc pas l'interview que j'ai traduite en live, mais celle qui a été faite sûrement pour une autre chaîne juste après, il nous dit qu'on va récupérer Bremer, Di Maria et Vlahovic, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Vlahovic, vous savez, un pubalgie, donc il y avait un gros point d'interro, mais peut-être qu'avec les 4 jours de pause, il a été 4 jours sans s'entraîner, Vlahovic, peut-être que il va un peu mieux. Di Maria, on savait qu'il était en rémission et même Giovanni Albanese nous disait que Bremer et Di Maria auraient pu jouer déjà contre le PSG titulaire, tellement ils avaient bien récupéré, mais ça n'a pas été fait juste pour les préserver dans le big match contre l'Inter. Donc vous voyez, on a même fait turnover finalement contre le PSG. Et donc ils seront tous les trois à disposition. Très bonne nouvelle. Moi, personnellement, je pense que ça va être encore une fois un 3-5-1-1, en considérant que sur la gauche, on pourrait avoir Kostic, et sur la droite, soit on met Di Maria, soit on garde Quadrado et Di Maria va faire deuxième pointe, et après tu pourrais te retrouver au milieu de terrain avec toujours Locatelli, Fagioli et ou Miretti et Rabiot, parce qu'il faut quand même un peu de physicité, surtout avec le milieu de terrain de l'Inter. Je pense qu'on va dépenser un homme sur le marquage continu de Brozovic, qui est, disons, un peu le centre du jeu de l'Inter. Et depuis 3-4 ans, toutes les équipes ont compris qu'il faut mettre un marquage à homme sur Brozovic. Donc je pense que quelqu'un va le faire. Maintenant, qui, c'est une très bonne question. Ça peut être d'ailleurs un très bon débat par rapport à la tactique, parce qu'avant, c'est Kulusevski qui l'avait fait, Dybala l'avait fait une fois aussi, mais maintenant, je ne vois pas du tout un Di Maria aller faire un marquage à homme, parce que ça l'empêche de bien répartir quand il y a une transition positive, donc quand on récupère le ballon. En tout cas, nous verrons bien. J'attends de voir les probables formations. Peut-être une petite vidéo demain, dans la journée de demain, pour en débriefer ensemble. Voilà mes amis, c'est tout. Demain, conférence de presse de Massimiliano Allegri, je vous fais une vidéo résumée pour qu'on parle de tout ça aussi. Et après, comme dit, dimanche soir, big match pour nous. On sera en live comme d'habitude avec quelqu'un, si j'arrive à convaincre Théo et Noé. Et puis voilà, même vous, hein, si vous voulez monter, écrivez-moi un PM, on s'organise un message privé. Un PM, qu'est-ce que je raconte?
Voilà, comme ça on s'organise, finale la fine. Et les gars, merci beaucoup d'être là. Salut!